Hello, good evening. Bonsoir, je m'appelle Annelies Brockman. Je suis chercheuse au Centre de recherche écologique et d'application forestière. Et nous allons parler de transfert de connaissances vers le développement rural. Nous avons différentes personnalités avec nous ce soir. Nous avons des représentants, des coordinateurs du projet FASTER. Ouais. Les participants disent qu'ils ne peuvent pas bien entendre. Et il y a aussi donc Giuseppe Provenzano de l'Union pour la Méditerranée. Nous avons aussi Ali Rouma, qui est chargé de projet à la Fondation Prima. Et Sihem Jebari de l'Institut national de recherche en génie rural, eau et forêt, dont l'acronyme est INR-GREF. Et il est aussi coordinateur du projet FASTER. Donc, bienvenue à tous. Cette séance durera 1h30. Nous allons commencer par un aperçu du projet FASTER pour référence. Ensuite, nous allons ouvrir la parole aux collègues. Et lorsqu'on aura toute l'information sur la table, nous demanderons au chat de participer dans ce débat riche pour donc ce débat sur la stimulation du développement rural par le transfert de l'excellence de la recherche. Donc, merci. Je dois vous dire que FASTER, c'est un acronyme, l'adaptation et la durabilité par l'excellence de la recherche. Donc, c'est l'INR-GREF, cet institut de recherche qui est leader du projet, coordinateur du projet. Et c'est un centre d'excellence. Et on parle d'internationalisation et de capacité d'innovation. Et on parle aussi de qualité scientifique et de productivité. Et le projet veille à ce que le transfert de ces connaissances générées à l'INR-GREF aille vers de l'adaptation et soit transféré vers le secteur agricole avec un système de conseil aux exploitations agricoles qui est déjà mis en place. Donc, pour parler de notre consortium qui nous sommes, eh bien, il y a une institution d'éducation supérieure qui s'appelle UNRESA, à la Tunisie, et d'autres agences en Tunisie comme la VFA. On a deux instituts de recherche européens, le CREAF, l'institut auquel je suis, et notre université, et d'autres entreprises qui fournissent un soutien technique au projet pour sa mise en œuvre. On a Vision Communication et Europe for Business qui sont aussi avec nous. Donc, vous voyez que c'est un consortium très diversifié qui travaille ensemble pour le même objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire pour compiler toutes ces informations? Alors, nous voulons améliorer le positionnement national et international par rapport aux publications, des recherches. Donc, pour des financements de projets compétitifs comme le projet européen. Et on veut aussi avoir des événements internationaux comme celui que l'on a aujourd'hui. Et donc, nous voulons soutenir l'INR-GREF avec des réseaux existants et d'autres partenaires comme ça en Tunisie. Donc, c'est tout un programme, mais en plus de cela, nous voulons introduire l'excellence de la recherche de l'INR-GREF, pas seulement en tant qu'institut,
mais travailler avec le personnel aussi de l'INRGREF pour être familiarisé sur l'excellence de la recherche. Et donc, nous avons donc un programme de formation avec des professeurs internationaux, donc pour les systèmes d'adaptation de la gestion des terres, de l'eau et des forêts. Donc, il y a aussi des articles qui sont écrits dans ces domaines. Les programmes de mobilité permettent des visites à court terme des chercheurs tunisiens vers les instituts du consortium FASTER, et cela fait la promotion des accès de programmes de thèse ou de doctorat. Donc ça va dans les deux sens. Donc nous facilitons ces solutions innovantes développées par ces recherches et nous partageons ces recherches générées et nous rationalisons les ressources vers les exploitants locaux. Nous soutenons donc ce système de conseil des exploitations agricoles. Donc, c'est une approche pour renforcer la coopération entre différents acteurs, comme ceux du développement rural, des chercheurs, des entreprises, des utilisateurs comme les exploitants, agriculteurs. Et nous nous concentrons sur des connaissances sur l'adaptation au changement climatique avec des recherches sur la gestion des sols, des eaux et des forêts et en lien avec des praticiens sur le terrain. Donc nous avons cet environnement fortement multidisciplinaire avec une plateforme. Et pour être sur la même longueur d'onde et pour s'assurer que les connaissances sont comprises, nous avons des programmes de formation pour donner capacité aux participants de voir cette information. Donc nous avons ce soutien sur mesure aux agriculteurs sur le changement climatique et les mesures d'adaptation. Pour garantir la durabilité du projet, nous faisons la promotion d'une plateforme d'e-learning, d'apprentissage en ligne. Donc, toutes les connaissances et informations créées par le projet FASTER, 3 années déjà de travaux intenses, tout ceci va sur la plateforme en ligne qui héberge tous les programmes de capacitation et qui est disponible à tous les participants. Et avec la pandémie Covid, c'était en fait un élément favorable pour pouvoir continuer à livrer tous les programmes de manière virtuelle. Même donc pendant la mise en œuvre du projet, on a dû bien sûr s'adapter aux conditions changeantes. Donc ça, c'était une présentation très courte de FASTER, un projet qui a différentes facettes très intéressantes. Et donc, contactez-nous pour plus de détails. Maintenant, nous avons nous aurons l'occasion de parler à nos partenaires comme INRGREF et les autres, écouter leurs propositions, leur dynamique, l'apprentissage mutuel que l'on peut faire de tout cela, sans l'agriculture et l'adaptation au changement climatique dans la Méditerranée. Merci beaucoup. C'était une petite introduction. Donc maintenant, j'aimerais passer la parole à Giuseppe Provenzano, représentant de l'Union pour la Méditerranée, et qui est dans le département de la recherche et de l'innovation. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci, modératrice, Madame la modératrice, pour ce discours d'introduction fabuleux qui, en fait, met bien en place le sujet de la recherche et de l'innovation qui est essentiel pour la région méditerranéenne en général,
pour toute la région, mais aussi pour les zones rurales en particulier. D'ailleurs, nos travaux à l'UPM se concentrent fortement sur la recherche et l'innovation et sur le développement durable d'un autre côté. Donc, j'ai préparé une petite présentation. Très bien, merci. Cette présentation qui va m'aider à vous montrer quelques points sur lesquels j'aimerais vous faire porter votre attention. Alors, diapo suivante, j'aimerais parler d'un sujet qui est un peu négligé dans notre région en général lorsque l'on développe de nouvelles actions de développement durable. Et je veux parler de l'éducation supérieure et de la recherche comme un outil pour développer nos régions et nos zones rurales, et notamment dans les régions où il y a beaucoup de jeunes, c'est-à-dire avec un grand nombre d'étudiants dans les universités. On voit qu'il y a plus de 30 millions d'étudiants en université dans la région Euro-Méditerranée, et cela veut dire les 42 pays, donc l'Europe et la rive sud de la Méditerranée. Et ici, vous voyez que nous avons un grand potentiel de croissance durable. On a les esprits brillants qui sont disponibles, nos jeunes, et ce sont la génération la plus éduquée de toute l'histoire. Mais nous avons aussi des taux élevés de jeunes qui ne sont pas en formation, qui ne travaillent pas et qui ne créent pas d'entreprise. Et ça, c'est une grande perte. Parfois, ça va jusqu'à 32%. C'est presque un tiers de cette population. Et on a aussi les taux de chômage les plus élevés dans la région. Dans certains pays, ça atteint presque 25%. Un quart des diplômés qui ne contribuent pas au développement durable de nos économies. Donc, nous voyons un énorme potentiel. Soyons honnêtes, nous avons 40% de ces qui peuvent augmenter les institutions d'éducation supérieure. Si on mise sur ces jeunes, nous pouvons atteindre nos objectifs communs. En même temps, nous voyons des barrières au recrutement qui sont comme par exemple les non-correspondances des formations données dans les centres d'éducation et les exigences du secteur privé. 32% des entreprises ont souligné qu'il y a une non-correspondance entre ce dont ils ont besoin et ce qu'il est offert dans les universités. Et donc, nous voyons une grande contribution ici au chômage des jeunes, qui est notre plus grand défi à relever dans nos régions. Comme vous le voyez ici sur ce tableau qui est extrait des données, on voit qu'il y a 5% de chômage total du monde, et en général, dans le monde en général et dans notre région, c'est bien plus élevé, et notamment pour les jeunes. On voit aussi les taux des jeunes femmes, taux de chômage des jeunes femmes, et donc des chiffres trop élevés. Donc ça, je crois que c'est le contexte d'une augmentation démographique importante dans certains pays. On a vu en 20 ans le doublement de la population d'Afrique du Nord, ce qui veut dire que nous avons un gros groupe de jeunes que nous devons, bien sûr, à qui nous devons proposer des solutions. Alors, bien sûr, la recherche et l'innovation n'est pas toute la solution, mais ça peut contribuer de manière significative à trouver des solutions. Alors, c'est pour ça que l'UPM, nous essayons de promouvoir le dialogue avec toutes les parties prenantes dans le nord et le sud de la Méditerranée et sur le développement durable. Et donc, nous avons développé des pratiques de communication, de travail. Donc, pour les ministères du travail, les employeurs et le monde de la formation, les académies, les centres d'enseignement. Et donc, nous avons organisé des réunions, un événement parallèle lors d'une réunion de l'UPM où nous avons essayé de mettre ensemble ces deux mondes, et on voulait voir quelles seraient les solutions nouvelles que l'on pourrait apporter pour
utiliser les académies dans le développement. Diapositive suivante. Voici quelques points de conclusion pour que vous puissiez réfléchir là-dessus. Quels seraient les objectifs pour travailler ensemble? Tout d'abord, nous voyons qu'il y a des changements de compétences et ça va encore changer en 20 ans. Les compétences qui sont utilisées maintenant, les CV de maintenant ne seront pas mises à jour dans un monde complètement changeant. On le voit déjà avec la COVID-19, ce que l'on demandait il y a un an. Pour travailler dans l'environnement de l'époque. Ce n'est plus le cas maintenant, c'est différent. Maintenant, nous nous rencontrons dans un format numérique. On voit l'explosion de ce format comme une réaction à ce scénario, mais c'est une opportunité si on peut utiliser tout ça de manière productive. Donc, il faut offrir de nouvelles compétences pour cette transition économique et nous devons aussi nous concentrer sur les besoins de nos territoires ici dans les zones rurales. Quels sont les besoins que l'on peut prévoir dans ces changements constants, dans ces économies en transition qu'il faut pour être proactif, pour former ces personnes dans ces nouvelles économies. Ça nous amène au sujet d'amélioration des flux de communication entre les centres d'enseignement et le marché du travail. Donc nous avons mobilisé des plateformes pour pouvoir échanger et mettre à jour des informations et en même temps, nous devons avoir des connaissances qui passent de manière plus fluidement. Il y a des mondes qui savent bien le faire, comme l'Amérique du Nord, et d'autres parties du monde qui peuvent déjà profiter des leçons qui existent déjà. Et pour les zones rurales, nous devons surtout exploiter le potentiel qui existe dans l'économie durable, ou les économies durables, c'est-à-dire l'agriculture. On verra des exemples un peu plus tard qui vient de Prima, un partenaire donc important de l'Union pour la Méditerranée. Donc pour suivre sur les actions, donc nous voyons la voie à suivre. Nous essayons de lancer une nouvelle initiative de coopération pour connecter autant que possible les académies, les universités et le monde du travail. On appelle cela le Nexus Innovation Employabilité de la Méditerranée. Nous avons lancé un processus consultatif cette année avec un comité de pilotage, des questionnaires. On a mis en place des entretiens avec beaucoup de parties prenantes des institutions supranationales comme la Commission européenne, la coprésidence, mais aussi des universités et des réseaux d'universités et le secteur privé. Et maintenant, nous sommes en train de préparer une petite publication que je vais présenter un peu plus tard. Et l'année prochaine, nous allons aussi concrétiser des formations et vous serez bien sûr invités. J'aimerais juste vous parler de quelques résultats des questionnaires qui pourraient nous faire réfléchir. Alors, nous voyons des sujets sur lesquels il faudrait approfondir. D'abord, nous voyons que nous avons des cibles importantes pour travailler. Donc, ce sont les centres d'éducation supérieure et les universités, les académies. Et aussi, ce qui est plus intéressant, il faut travailler plus directement avec les entreprises privées, le secteur privé en général. Le troisième secteur, le secteur public, déjà, il s'engage beaucoup avec les universités. Donc, cela veut dire qu'il faut travailler avec les universités, mais aussi trouver des approches créatives pour le secteur privé. Donc, il y a des parties prenantes qui ont été mentionnées par les répondants au questionnaire, les médias, les agences de recrutement et de formation. Cette année, on a beaucoup parlé aussi des hôpitaux. Auparavant, on ne voyait pas les hôpitaux comme des parties prenantes fondamentales, mais les hôpitaux étaient de plus en plus évoqués dans nos réunions. On a aussi
des agences de développement durable, des think tanks, des agences ou institutions de financement. En tout cas, pour parler des thèmes, des sujets sur l'employabilité, nous avons essayé de diviser ces sujets entre l'employabilité et l'innovation. Alors pour l'employabilité, on voit que les stages dans l'industrie, pour les compétences soft skills, comme on les appelle, ou les travails en partenariat, c'était ce qu'il fallait. Il fallait en faire plus. Et notamment pour développer l'entrepreneuriat dans certains pays. On pense qu'on est né entrepreneur ou pas, mais nous savons que c'est des compétences que l'on peut pousser, que on peut former les personnes, et donc nous savons qu'il y a des meilleures pratiques dans le terrain, mais qu'elles ne sont pas non plus systématiques. On veut développer ce nouveau nexus sur l'entrepreneuriat et l'innovation, et on nous a répondu que l'une des meilleures manières de faire, c'est d'avoir des programmes de recherche innovants en partenariat avec les différentes industries ou secteurs. Donc les gens veulent voir un nouveau moyen de connecter le secteur public, les universités, qui souvent n'ont pas les bons outils pour s'engager avec le secteur privé, qui est plus dynamique et plus adapté au marché du travail. Mais en même temps, les universités sont un peu plus conservatrices. Et donc, il faut s'adapter, adopter des lois, des pratiques. Par exemple, pour les décisions de cursus. Et il faut regarder plus ce qui est offert dans le secteur privé. Regarder les opportunités. Donc, il y a aussi un outil qui marche bien. Ce sont les incubateurs, les accélérateurs pour fournir du support. On a de bons exemples dans la Méditerranée, au Liban, en Tunisie, etc. Ensuite, il y a l'écosystème entrepreneurial. Là, les politiques doivent être adaptées. Alors, on peut parler aussi de cadre de qualification. Ce n'est pas quelque chose d'évident lorsqu'on parle de l'Europe, car on a développé déjà un cadre de reconnaissance des qualifications, comme par exemple des valeurs en Espagne, en Italie, en Allemagne, mais parfois ce n'est pas le cas en dehors de l'Europe. Donc il faut plus travailler sur le cadre des qualifications. Ce serait un très bon moyen d'augmenter les circulations des esprits. Et ensuite, il faut travailler bien sûr sur le transfert de connaissances. Enfin, toutes ces idées ont alimenté un manuel sur lequel nous travaillons maintenant. Nous avons préparé ce petit manuel de 120 pages où l'on voulait souligner d'abord les meilleures pratiques qui existent dans les régions. C'est une région où il y a beaucoup de travaux menés pour ces domaines. Il y a des universités qui sont très actives, des centres de recherche qui travaillent avec le secteur privé, mais aussi des institutions qui s'engagent de manière innovante. On ne part pas de zéro. Il y a déjà beaucoup de choses sur le terrain et nous retenons des idées, des initiatives qui peuvent soit auxquelles l'on peut rejoindre, ou que l'on peut répliquer. Et donc nous avons une consultation avec nos partenaires. Nous allons bien sûr publier numériquement ce manuel le 2 décembre. Alors ça, c'est juste un avant-goût des sujets qui vont être abordés. On va parler de compétences, on va parler d'enseignement, d'apprentissage. On regarde de près les doctorats collaboratifs, industriels, de partenariat. On parle de mobilité dans nos régions. On parle de stages et de services, de carrière ou d'orientation et bien d'autres choses. Voilà, si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler, voici nous joindre. Et merci beaucoup. Thank you very much.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Giuseppe. On voit qu'il y a beaucoup d'opportunités devant nous. J'aimerais passer maintenant la parole à Ali Rouma. Et après la présentation, nous poserons des questions à tous les intervenants. Ali Rouma, je m'adresse à vous. Vous êtes chargé de projet principal à la Fondation Prima. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, bonsoir. On est déjà le soir, il est 6 heures. D'abord, j'aimerais remercier Giuseppe pour sa présentation, c'était très intéressant. Et il y a certains thèmes qui se chevauchent avec ma présentation. Donc ensuite, je suis certain qu'on aura une bonne discussion autour de ce sujet. J'aimerais remercier Ramon Bilda pour son invitation. C'est un plaisir de faire partie de ce panel parce que je me souviens que j'avais participé à la première réunion de lancement du projet et c'est un plaisir de voir que maintenant nous sommes proches de la fin de ce projet. Ce que je vais vous présenter n'est pas lié à Prima parce qu'on démarre tout juste notre programme, mais c'est le résultat de mon expérience en tant que chercheur et en tant que manager. Je vais vous présenter brièvement ce dont j'aimerais vous informer cet après-midi. Voici la première diapositive. J'ai choisi ce sujet, le rôle de l'agriculture, de la recherche sur l'agriculture et le rôle de l'innovation dans la transformation rurale. C'est un sujet important parce que nous avons beaucoup d'expérience dans cette région, dans la région NENA, et nous devons faire face à beaucoup d'enjeux. In this presentation, I will start. Alors, je commencerai par le rôle de la transformation rurale. Parce qu'à l'heure actuelle, on doit faire face à un développement rural comme jamais auparavant. La transformation rurale. Et ensuite, je vais parler de la recherche et des modèles de recherche et d'innovation parce que la transformation de la recherche est liée à des nouveaux modèles d'innovation. Nous avons des modèles préexistants, des nouveaux modèles, et moi je propose certaines orientations pour l'avenir. Diapositive suivante. La transformation rurale. Je crois que c'est très important. IFAD et FAO, la FAO, selon ces organismes, ils pensent que la transformation rurale est un facteur essentiel pour l'avenir, pour la sécurité alimentaire et aussi pour stimuler la croissance de l'économie. Et comme vous le savez sûrement, la transformation rurale est un processus dans lequel l'augmentation de l'agriculture est assurée et il permet d'exploiter les ressources, l'emploi et les infrastructures. La transformation rurale fait partie d'une transformation de l'économie plus vaste et elle fait partie de tous ces processus de développement. Ils impliquent le rôle de l'agriculture dans l'économie. La transformation de l'agriculture fait partie évidemment de la transformation rurale. Elle fait partie intégrante. J'aimerais partager avec vous certains indicateurs. Je pense que vous connaissez ce rapport récent qui donne certains indicateurs clés. Et j'aimerais vous donner aussi des informations sur la faim et la malnutrition en Tunisie. Voici beaucoup d'indicateurs. J'ai choisi celui de la malnutrition. Et ce sont des indicateurs liés aux objectifs de développement durable numéro 2, c'est-à-dire qui traitent l'éradication de la faim. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau,
on voit que 2 des 3 mesures principales contre la faim et l'insécurité alimentaire renvoient à l'ODD numéro 12. Donc, c'est aussi important la sécurité alimentaire que les conflits. La malnutrition et la sécurité alimentaire présentes dans certains pays freinent la transformation économique et entraînent des conflits. Vous voyez la relation entre la transformation rurale et la faim et la malnutrition. Donc ici, nous avons un mélange d'agriculture industrialisée et de petites fermes non industrialisées. Et aussi, on voit le développement de services agricoles. Ensemble, ces 3 aspects reflètent l'index de la transformation rurale, qui prend aussi en compte des mesures agricoles, les revenus agricoles et l'index de privation agricole. Ce sont des indicateurs stables qui affectent sévèrement les populations et les populations qui souffrent de faim et de malnutrition. Dans les pays du Mashrek, 30% des conflits sont dus à ces difficultés. Voyons le deuxième indicateur que j'ai sélectionné ici, c'est l'autosuffisance alimentaire. Vous pouvez voir tous les taux par pays dans la région et aussi des chiffres détaillés des céréales, du sucre et de l'huile. Les chiffres montrent clairement qu'il y a un problème. En moyenne, la région NENA importe la moitié, 44% pour être précis, des céréales, 64% du sucre et 75% de son huile, ce qui sont des pourcentages considérables. Suivante, le troisième aspect, et c'est un sujet qui rejoint le sujet traité par Giuseppe avant moi. C'est un indicateur pris de la Banque mondiale, un indicateur stable encore une fois. Il nous montre le taux de chômage dans les pays de la région NENA et aussi dans le monde entier. On voit que les employés âgés de 15 à 24 ans sont pris en compte dans ce tableau. Et on voit également les indicateurs pour les femmes. Et les revenus moyens et les revenus faibles sont indiqués à gauche. On voit que les jeunes et les femmes sont les populations qui génèrent le moins de revenus dans le monde la décennie dernière. J'aimerais parler un petit peu plus de la jeunesse et parler de données plus précises. Le taux de chômage est significativement plus élevé chez les jeunes, et ce pour tous les pays de la région. 35%, de 35 à 38%. Et on a certains chiffres qui atteignent 40%. Dans l'Afrique du Nord, ces pourcentages sont extrêmement élevés. Il atteint 40% comparé à d'autres pays où il peut descendre jusqu'à 9%. À Bahreïn, on arrive à des pourcentages très bas de 1%. On voit la différence.
les causes principales de chômage élevé chez les jeunes sont responsables des problèmes économiques de la région NENA. Avant de parler du rôle des recherches, j'aimerais rappeler que l'innovation peut vraiment stimuler la transformation rurale en général. Suivante. Voici mon troisième point. Et c'est le premier enjeu pour nous dans la Méditerranée et principalement pour la région MENA, c'est la vision linéaire que nous avons. Vous savez, c'est un problème pour la région parce que ce modèle linéaire est ancien et obsolète. Et il ne permet pas de comprendre la relation entre la science, la technologie, la recherche et toutes ces informations qui bénéficient aux populations. Vous voyez, à gauche, on voit la stimulation de la technologie depuis les années 60 et en dessous, on voit la demande et ce modèle linéaire est critiqué fortement, pas seulement dans la région méditerranéenne, aussi aux États-Unis. C'est plus important dans ce type de modèle, c'est que on passe outre des feedbacks dans toutes les phases des processus. On ne parle pas des limites. Donc, je vous présente un nouveau modèle d'innovation qui s'appelle un modèle interactif d'innovation. Il s'agit de construire des blocs d'innovation qui proviennent de la science, de la pratique et d'intermédiaires, c'est-à-dire les conseillers, les ONG, etc., en tant qu'acteurs en bas de ce processus. Ce modèle linéaire a été critiqué parce qu'il y avait des problèmes d'interaction entre tous les acteurs. Et c'est ce que je crois que nous devons repenser dans ce nouveau paradigme de modèle d'innovation. Repenser les interactions entre la recherche, les innovateurs et les faciliteurs de transfert, comme vous voyez dans l'encadré bleu. Cependant, ce modèle linéaire peut avoir un certain potentiel. On a eu des très bons résultats. Suivante. Les bons résultats. Pour cela, je vais me concentrer sur les pays de la rive sud de la Méditerranée. Des bons résultats sur deux aspects. La production scientifique. Concernant les bonnes pratiques, voici un article rédigé par mon collègue Salah Babès du Maroc. Il vient de le terminer, il a juste rajouté des nouvelles données. On voit que le modèle linéaire était critiqué depuis des années, mais nous avons des bons résultats. Et là, je voudrais rappeler l'importance de la collecte de fonds de H 2020 et la production scientifique via les publications dans certains pays est très bien considérée, très bien classée. Par exemple, en Tunisie, vous voyez en bleu, le nombre de publications au long de l'année a été très important. Et je pense que le réseautage entre les différents pays est extrêmement important. Il y a beaucoup de connexions, beaucoup de réseaux qui peuvent faciliter les échanges, le partage d'idées, de connaissances.
et le partage d'expériences entre étudiants. Et je pense que c'est très positif, même si nous sommes dans un modèle linéaire, on peut voir les bénéfices de ce modèle. Suivante. Ce modèle linéaire prouve aussi par de nombreux exemples qu'il y a des limites. Il y a beaucoup de sexisme, de ségrégation dans les prises de décision. Il y a aussi beaucoup de matériel technique. Et là, on peut vraiment constater les limites de ce modèle linéaire. Il faut aussi rappeler la présence d'un impact potentiel en dehors du modèle actuel avec le développement de nouvelles approches thématiques de recherche et développement et par le monde de la recherche. La limitation principale de ce modèle linéaire, qu'on appelle modèle AKIS, eh bien, c'est qu'il est plus orienté à la diffusion des connaissances, comme je l'ai dit, des chercheurs aux utilisateurs finaux. J'utilisais cet exemple avant. Il faut à présent prouver l'importance de l'innovation révolutionnaire au niveau. Alors, à présent, quelles sont les orientations pour notre région de la Méditerranée? D'abord, le premier, c'est l'agriculture et l'innovation, un système de partage de connaissances innovant. J'aimerais vous parler de ce concept qui a été défini. C'est le concept de connaissances agricoles, de partage de connaissances. Le concept AKIS, AKIS, est lié au processus de création, de génération de connaissances avec des acteurs à l'extérieur du monde universitaire. Et AKIS permet donc la diffusion des connaissances agricoles. AKIS est centré sur l'innovation et c'est un concept qui a évolué. Il a acquis une deuxième signification et maintenant elle se réfère aux caractéristiques importantes qui bénéficient à l'innovation et à la mise en place d'infrastructures novatrices. Le système, comme je l'ai dit, est caractérisé par le fait que l'innovation n'est pas seulement la propriété du chercheur ou bien du producteur, mais qu'il est dû à l'interaction entre les chercheurs, entre les scientifiques, les acteurs intermédiaires, les conseillers, les distributeurs et aussi les utilisateurs finaux, les consommateurs. Et la coproduction de l'innovation sera bien sûr aussi objet de copropriété parce que des solutions créées en commun sont détenues par tous et ce sera la clé de l'innovation collaborative. Il faut partager cette propriété et pour cela, il faut parler aussi de l'adoption de ces modèles et si tout le monde adhère à ce modèle, on peut améliorer la transformation rurale. Mon deuxième point traite de l'agriculture numérique. Suivante. Suivante. L'agriculture numérique. Nous sommes arrivés à un point où l'agriculture numérique est vraiment incontournable en cette pandémie et elle peut contribuer à la création d'emplois. Comme Giuseppe l'a mentionné aussi,
Ça peut créer des emplois pour les chômeurs, pour les jeunes, et peut créer de la richesse pour la région méditerranéenne. Mais il y a aussi des défis. D'abord, il y a une disparité dans l'accès aux technologies, donc un risque de fracture numérique entre les populations des zones rurales, et surtout dans les pays qui sont un petit peu en marge. Je ne parle pas de taux d'alphabétisation. Je parle en taux de production et en termes d'accès aux outils technologiques. L'accès aux technologies reste une contrainte primordiale, spécifiquement dans les zones rurales qui sont en sous-développement. Il faut donc stimuler cette agriculture numérique dans le développement rural et pour créer des emplois, pour aider les jeunes en général. Et peut-être qu'ils doivent prendre en compte ces défis. Même les petits fermiers, agriculteurs, ils doivent acquérir des compétences en technologie et des connaissances en technologie. Ensuite, diapositive suivante. Mon troisième point, c'est la troisième orientation également. Comme vous le savez, la région MENA manque d'eau. Les terres sont arides. Et donc, l'urgence est de plus en plus grande. Elle menace la sécurité alimentaire. La production agricole pourrait augmenter à l'avenir. Et je pense que certains indicateurs montrent que ce sera le cas déjà à l'heure actuelle. Et ces contraintes créent aussi des silos sectoriels. Il y a des fractures, des décalages dans la mise en place de nouvelles techniques agricoles. Et ce n'est pas propre à la région méditerranéenne. Grâce à l'intégration de la gestion des ressources et aussi à l'implication du gouvernement dans ce secteur, nous devons penser à la mise en place de ce nexus dans la région MENA. Et ici, à Prima, nous lançons un appel. Nous cherchons vraiment à mettre en place une collaboration, à augmenter la productivité et également augmenter le développement rural. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Ali. C'était une très belle présentation, très inspirante. Merci beaucoup. À présent, j'aimerais céder la parole à Siem Gebari, qui représente l'Institut national de recherche en génie rural, eau et forêt. Bonjour, merci pour votre invitation. J'aimerais partager avec vous l'internationalisation continue de INRGREF, notre institut. La première diapositive. Je voulais parler de en quoi consiste l'excellence de la recherche et parler des différentes notions et lier ceci à INRGREF et parler de nos processus actuels concernant l'internationalisation de nos processus. Suivante. À l'heure actuelle, la recherche est un travail créatif utilisé sur une base systématique dans le but d'augmenter les connaissances et
y compris d'augmenter les connaissances sur la terre, la culture et la société, et l'utilisation de ce stock de connaissances. Nous savons que l'organisation de la recherche a besoin de coordination entre les centres de recherche et les universités et que celles-ci peuvent réaliser des travaux de qualité internationale. Et ceci peut avoir un impact direct considérable sur l'économie et dans le monde, sur l'innovation. Nous avons aussi des centres de recherche et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de programmes européens et dont l'objectif est de résoudre les enjeux sociaux, d'apporter de la valeur ajoutée et de répondre aux besoins de la génération future. Suivante. À l'heure actuelle, l'excellence en recherche, c'est une notion qui est fournie par le monde universitaire, mais aussi les chercheurs. Et nous savons que l'excellence en recherche provient du travail universitaire, d'instituts nationaux et aussi par les industries. Il est primordial que la recherche prenne en compte tous ces secteurs, qu'elle prenne en compte toutes les observations et les interprétations et qu'elle essaye de résoudre les problèmes complexes de notre société. On peut par exemple mentionner la rareté de la pénurie d'eau, les feux de forêt, la pollution, etc. Ces problèmes sont considérés, sont pris en compte en adoptant des méthodologies différentes et en adoptant des techniques innovantes. Et l'idée est d'être toujours à jour et de pouvoir utiliser ces connaissances une fois qu'elles sont disponibles. À l'heure actuelle, les centres de recherche doivent concevoir et préparer leurs ressources en identifiant les profils et elles ont un impact international dans la recherche mondiale. À l'heure actuelle, le monde universitaire et les chercheurs s'attaquent aux mêmes enjeux suivant plusieurs approches et techniques. Il n'y a pas de redondance entre le travail réalisé par ces professionnels dans les différents centres. Donc, c'est primordial. Suivante. La notion d'excellence n'est pas la même pour les décideurs politiques que pour le monde universitaire. Et c'est un défi d'arriver à quantifier l'excellence en recherche. Et c'est utilisé principalement pour des objectifs de législation. Il y a un débat assez répandu entre les professionnels concernant la portée et la profondeur de la signification de l'excellence et dans la capacité à fournir des évaluations quantitatives en ce qui concerne les activités de recherche. La recherche et l'innovation responsable doivent prendre en compte les effets et les impacts potentiels sur l'environnement et la société. Elle doit aussi respecter les normes mises en place. La promotion de l'excellence de la recherche est d'une certaine manière un défi pour les gouvernements eux-mêmes qui
doivent gérer les nouveaux talents, les nouvelles idées avec des fonds, des financements limités. Et les gouvernements sont passés d'un financement de projet à le financement d'initiatives sur la base compétitive. Nous avons un cadre d'excellence de la recherche qui a un impact sur l'évaluation et qui prend en compte la dimension économique tout en évaluant les institutions et les centres de recherche. Il a été mis en place en 2014 et ce programme couvre la période de 2008 à 2013 et la prochaine édition se terminera en 2021. L'objectif principal est de permettre la responsabilisation des investissements publics dans la recherche et de parvenir à une bonne répartition des ressources, de produire des indicateurs larges et solides sur toutes les disciplines qui prennent en compte l'excellence de la recherche et aussi d'établir des références en termes de réputation. Pour pouvoir réaliser ces évaluations, nous suivons des indicateurs de performance clés, des KPI, qui sont nationaux et internationaux et qui sont utilisés par les législateurs. Et ils sont plusieurs typologies. Nous essayons de les rassembler en 5 groupes. D'abord, le contexte de la recherche, c'est-à-dire le nombre de scientifiques, le nombre d'articles publiés par an, la qualité des publications. Ça indique aussi la capacité de recherche de chaque chercheur. Ensuite, nous avons la composante du transfert, c'est-à-dire le nombre de séminaires organisés, le nombre de participants qui participent à ces événements, etc. Ensuite, nous avons l'environnement des talents qui a à voir avec le groupe de chercheurs, la capacité, la parité, le nombre de thèses soutenues, pardon. Et ce critère a à voir avec la taille des centres de recherche. Et finalement, après le financement compétitif, nous avons le leadership, c'est-à-dire le nombre d'apparitions dans les médias nationaux et internationaux. Aussi les rapports d'autorité, le nombre de projets coordonnés, pour n'en citer que quelques-uns. À présent, j'aimerais parler d'un exemple concret qui est le nôtre, celui de INRGREF. Il a été créé en 1996. C'est un institut qui regroupe la fusion de 2 instituts, le INRF et le GREG, qui ont été tous les 2 créés dans les années 60. Ces institutions contribuent au développement de la recherche internationale. Ils participent au développement de connaissances scientifiques et technologiques et à l'intégration dans les champs socio-économiques. Ils contribuent aussi à la formation de doctorants. Ils organisent des événements scientifiques, les journées scientifiques, des ateliers, des séminaires, des événements nationaux et internationaux, évidemment. C'est un aspect très intéressant qui pourrait permettre aux centres de penser, pour leur permettre de penser à comment travailler mieux avec les institutions. Suivante, l'organisation du centre. Vous voyez la structure
On voit que le directeur général, avec le conseil administratif et le conseil scientifique, ont 4 services de recherche qui comprennent l'ingénierie rurale, la valorisation des ressources forestières, l'écologie, la sylviculture, la valorisation des ressources en eau non traditionnelles. Et nous avons une bibliothèque qui est un héritage de nos 2 anciennes instituts de recherche. Et nous avons aussi accès à des ressources numériques. On a une bibliothèque numérique qui s'appelle USAID et COICA et qui réunissent d'autres données agricoles. Elles sont mises à la disposition des chercheurs et des étudiants également. L'Institut a aussi 9 stations expérimentales. Ils ont leur propre journal. Tous les ans, ils organisent une conférence internationale. Donc, voilà les aspects principaux. Suivante. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez les chiffres dans ce tableau qui reprennent la période 2016 à 2019. On voit que le nombre total de chercheurs permanents atteint 168 personnes. La génération senior, pour l'appeler, disons, est quand même dominée par les hommes, puisque seulement 20% des femmes étaient chercheurs. Mais en ce qui concerne la génération junior, on voit déjà que les femmes sont beaucoup mieux représentées et que le pourcentage est à 50%. Ça, c'est ce qui concerne la répartition des chercheurs. Et on voit qu'ils traitent tous les sujets agricoles et de la sylviculture, aussi l'économie rurale, la mécanisation, le développement durable, tous les champs scientifiques, vraiment, et qui sont sous l'égide du ministère de l'Agriculture, les ressources en eau, l'efficacité en eau également. Le budget principal vient de ce ministère, mais aussi de l'enseignement supérieur. Nous avons aussi des... là, je parle du financement permanent. Et l'enseignement supérieur contribue à hauteur de 25% à ce financement. Nous supervisons aussi les doctorants. Nous sommes ouverts aux élèves internationaux. Donc, nous avons des doctorants qui proviennent de plusieurs pays. Nous avons 9 stations d'expérimentation qui font des expériences sur le bioclimat, sur l'engagement dans l'agriculture locale, régionale. Nous avons aussi un nombre considérable de leaders de recherche, de chefs de projets d'études. Et le ministre actuel appartient au INR-GREF. Nous manquons encore d'autonomie financière et nous espérons que nous pourrons travailler sur ça dans les années à venir. En termes d'innovation et d'entrepreneuriat, c'est une partie qui doit être sans aucun doute renforcée dans nos centres.
Alors, le projet principal actuel, c'est celui qui cherche à faire face aux défis des adaptations de changements mondiaux dans les bassins de la Méditerranée. Et c'est un projet qui se concentre sur les populations vulnérables, et notamment dans la région MENA. Ces projets cherchent à promouvoir le dialogue et la collaboration entre la science et la société, tout en introduisant des approches pertinentes. Donc, c'est pour permettre une réponse proactive aux changements climatiques émergents et à ses impacts correspondants. Je voulais rajouter quelques informations sur les publications dans les revues PE. Donc, on a pu présenter 400 articles et 150 présentations et environ 18 livres ou chapitres de livres. Et pour les étudiants, nous avions notre aile 300. Il y en avait 300 sur 4 ans, sur cette période de 4 ans suivante. Quelques exemples ici de nos projets actuels. Donc, disons les projets des 5 dernières années. Nous avons vraiment beaucoup appris. Nous sommes dans un progrès continu tout en étant ouverts à des approches particulières, des méthodologies particulières. Et nous avons beaucoup de travaux d'observation, de suivi. À présent, nous savons comment gérer les aspects de diffusion, dissémination, tout en mettant en œuvre un projet, et comment aussi gérer les processus participatifs. Et nous savons aussi comment avoir les différentes voix des parties prenantes principales au niveau local, régional et parfois au niveau national. Dans le projet FASTER, nous avons un Living Lab, un laboratoire vivant que nous avons mis en place. C'est une nouvelle approche. On est vraiment très enthousiasmés de devoir travailler sur ce laboratoire pour ces prochains mois. Et donc, on a ici aussi des exemples de partenaires et de projets que vous voyez sur cette diapositive. Donc, sur cette autre diapo, vous pouvez voir des événements que nous avons organisés. Et par exemple, ces 4 dernières années, nous avons géré 64 événements avec des rassemblements de parties prenantes. On a aussi organisé des formations. Et on a aussi fait participer les gens pour qu'ils parlent de comment ils pouvaient gérer les différentes options qui leur sont présentées en termes de ressources en eau et de gestion de ressources aquatiques. Et donc, nous essayons aussi, bien sûr, de les former sur ces nouvelles tendances et ces nouvelles techniques pour renforcer leur processus de prise de décision. Nous savons, grâce à ces outils et ces techniques, comment gérer et simuler ce qui peut arriver dans un bassin de rivière, par exemple. Et donc, nous voyons des différentes incertitudes qui peuvent avoir un rapport avec différents facteurs. Et donc, nous voyons quelle peut être la réponse de l'environnement. Et c'est donc très utile d'avoir ces outils. Par exemple, nous pourrions aider les parties prenantes à calibrer quel est le débit d'eau qu'il faut avoir à chaque instant dans chaque contexte,
c'est vraiment très intéressant pour les gestionnaires. Mais en même temps, il faut savoir que ce n'est pas adapté pour les décideurs politiques ou pour d'autres parties prenantes. Donc il faut toujours investir un peu plus d'efforts pour pouvoir prendre les décisions. Alors, toutes ces tâches et la manière dont opère l'INRGREF, tout a à voir avec le personnel de recherche. Ils ont reçu une éducation de premier rang et c'était essentiel pour pouvoir développer leurs compétences de recherche, pour être des chercheurs indépendants, des penseurs indépendants et pour avoir cette attitude de résolution de problèmes. Et ils comprennent les connaissances, ils ont des expertises très particulières dans ces domaines. Et maintenant, ils travaillent dans de nouvelles équipes et ils s'engagent à communiquer de manière effective. Et donc, il y a aussi des sujets de financement de la recherche, donc soit au niveau national ou à un autre niveau. Alors, je vais finir ma présentation maintenant. Et ce que vous voyez en bleu, c'est ce qui est en gros garanti. Et ce sera aussi toujours bon de renforcer toutes ces composantes. Et ce que vous voyez en rouge, eh bien, c'est ce sur quoi nous devons mettre l'accent à l'avenir. Donc, rechercher des financements de recherche de haute qualité, des agences de financement de recherche de qualité, c'est vraiment très important. C'est ce qui fait la différence des avancées et qui vraiment alimente les activités de recherche de qualité au niveau international. Oui, aussi l'égalité des genres. Donc nous devons continuer là-dessus. Et aussi sur la transparence. Donc, l'égalité des genres dans le conseil scientifique, c'est vraiment très important. Et aussi moderniser les logistiques et l'environnement de la recherche également. Et tout aussi en prenant en compte les autres approches qui impliquent la communauté sociale. Nous avons besoin, par exemple, de recruter des personnes qui viennent des sciences humaines, par exemple les sociologues. Ou alors avoir des consultants, des sous-traitants. En tout cas, un moyen qui nous permette de prendre en compte tous ces aspects. Diapo suivante. I think also it will be crucial to reward innovation. Il va aussi être essentiel de récompenser l'innovation pour avoir de nouveaux produits et pour obtenir une licence, pour encourager encore plus l'entrepreneuriat et le conseil. Donc, il faut être plus ouvert sur ces deux points dans les phases suivantes de notre processus de recherche. Encore une fois, il faut encore augmenter la responsabilité personnelle. C'est vraiment très important pour le projet, être indépendant, autonome, mi-financière. Il faut être consacrer plus de temps à l'éducation pour vraiment transférer aux jeunes générations toutes ces connaissances pour l'avenir. Donc nous avons besoin de centres de haut niveau et nous espérons bien sûr que l'INRGREF rejoindra le club bientôt. Dernière diapo. Merci. Merci de votre attention. This was a wonderful overview. Merci, c'était un aperçu magnifique, très intéressant. Alors maintenant, nous avons encore 15 minutes pour recevoir des questions du public.
C'est un public large. Et nous attendons que le chat produise des questions. Et donc, maintenant, je vais en lancer une en attendant. Vous avez tous souligné la relation importante entre les travaux des praticiens, ce qu'on appelle en général le secteur privé. Mais moi, je dirais que le secteur privé est vraiment très diversifié. Donc, j'imagine qu'il faut développer différentes stratégies en fonction de la structure des entrepreneurs. En tout cas, le modèle d'entrepreneuriat avec lequel on parle. Et donc, il y a différentes séries d'activités privées. Donc, voilà ma question au panel. Comment pensez-vous que cette information peut être impulsée dans cet environnement extrêmement diversifié de notre région? Je vois qu'il y a Giuseppe qui réagit. Oui, je vais lui donner la parole, merci. En fait, il y a différentes réponses possibles à votre question. Je suis sûre que mes collègues auront une approche différente. D'abord, merci pour la présentation, les présentations de mes collègues qui étaient très intéressantes. Donc, il y a un collègue que je connaissais et l'autre non. Mais alors, sur le sujet sur comment lier ça au secteur privé, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que l'industrie, le secteur privé, les activités commerciales ne se surcoupent pas. Par exemple, dans beaucoup de pays, on a beaucoup d'entreprises du secteur public avec lesquelles il faut aussi s'engager. Mais pour parler de l'industrie en général, il y a deux grands endroits où la recherche peut contribuer. D'abord, il faut créer un pipeline très clair d'entrepreneuriat. Souvent, ce que j'entends, ce sont les étudiants, les chercheurs qui ont des idées brillantes, mais qui n'ont pas les compétences de gestion ou la conscience de savoir comment créer une start-up ou une entreprise. Ce n'est vraiment pas simple lorsque vous avez été chercheur toute votre vie. En même temps, ils sont vraiment les mieux positionnés pour produire de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouveaux services. Et donc, il devrait y avoir un soutien systématique pour savoir comment s'engager avec le secteur. Donc, il y a plein de moyens de le faire. Nous savons qu'il y a des projets qui créent des plateformes numériques qui pourront être conscientes des opportunités. Par exemple, la start-up Euromed, ils ont créé cette plateforme numérique où tous les chercheurs peuvent y aller, regarder les opportunités, la concurrence, etc. Et il y a aussi des approches plus pragmatiques qui veulent dire qu'il y a des initiatives de chercheurs formés. Comment atteindre un degré plus élevé de technologie vraiment déjà commercialisable? Eh bien, aussi, il y a d'autres voies plus traditionnelles d'employabilité, comment obtenir les étudiants, les grands esprits et les amener aux entreprises alors qu'ils n'ont pas d'expérience. Et bien sûr, ça passe souvent par les stages, ça c'est évident. Même si ça n'a pas été développé à son potentiel maximal. Donc, il y a la Commission européenne, un projet qui s'appelle Homer. On essaye de favoriser les stages entre le nord et le sud et du sud au sud. Et si vous saviez, il y a beaucoup de barrières culturelles de la part de certains employeurs pour qu'ils acceptent des stages payés. Et ça crée plus de valeur puisque les étudiants et les chercheurs le voient comme ça. Alors, il y a différents points d'entrée et donc il faut bien sûr structurer tout cela et cela inclut aussi du soutien aux décideurs politiques. Merci. Ali, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Sinon, j'ai une question pour vous. Oui,
mon collègue de l'UPM a parlé de ces startups pour les étudiants. C'est très important. Moi, j'ai une autre idée. Je regarde le secteur privé du point de vue de l'angle des PME. Les PME dans la Méditerranée, c'est la colonne vertébrale de l'économie de notre région. Donc, voir comment attirer les PME vers notre système de recherche, je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est d'impliquer les PME dans ces projets. Parfois, les réglementations internationales ou nationales, par exemple en Tunisie, on ne permet pas de donner des fonds au secteur privé, donc aux PME en particulier. Donc c'est un problème. Comment contourner le système? Alors, autre idée, on peut impliquer les PME comme des partenaires, comme les projets de 2020 ou le projet Horizon Europe. Je crois que c'est vraiment important d'impliquer les PME comme des partenaires essentiels des projets. Deuxième point aussi, c'est voir comment on peut attirer les PME dans la région méditerranéenne. Je crois que l'une des problématiques, c'est de faire des contrats entre les PME et les institutions de recherche et d'innovation. Donc, les recherches peuvent peut-être mener à bien des recherches directement dans l'entreprise, dans le secteur privé, et ensuite démontrer la valeur ajoutée de cette innovation aux PME de l'autre côté. Et donc, c'est un système pour attirer les PME. Le problème dans la Méditerranée, c'est que il y a une grande barrière entre ces deux mondes, la recherche et l'innovation et le secteur privé. Donc moi, j'ai fait des analyses chez Prima et je me suis rendu compte que les PME de la rive du Nord sont plus impliquées dans le financement de projets plus que dans la rive sud de la Méditerranée. Donc il y a un problème de la participation de la part des PME du Sud. Et donc je crois que le secteur privé, c'est vraiment capital. Autre point, je me dis comment on peut financer la recherche. Parfois, nous, disons, le secteur privé peut être impliqué dans un consortium et ensuite on a un financement de la commission, etc. Mais autre chose, si le secteur privé veut investir dans la recherche et l'innovation, eh bien, elle peut fournir des financements, des fonds. Si le secteur privé veut participer en donnant des fonds à une institution de recherche et d'innovation, je crois que le secteur privé serait beaucoup plus impliqué dans ce système. Et je crois que après cela, l'adoption des résultats serait facilitée. C'est tout de mon côté. Car si on peut parler de secteur privé, je crois que c'est vraiment un sujet très, très, très vaste. Merci beaucoup. Thank you, Ali. Merci, Ali. If you want to add... Si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être sur votre expérience de collaboration avec le secteur privé ou les relations directes entre les chercheurs et les praticiens. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de certaines opportunités, en tout cas des facilitateurs, des vecteurs qui facilitent ces relations ou d'autres barrières? Je sais que vous avez investi beaucoup d'efforts en contactant les gens qui travaillent dans le secteur de l'agriculture. Donc peut-être que vous pourriez partager votre expérience qui essaye de lancer un pont entre les chercheurs et le secteur privé. Merci. Oui, je suis d'accord. C'est évident avec ce qui a été dit juste à l'instant. Je crois qu'il est extrêmement primordial de mettre en œuvre des solutions avec les agriculteurs régionaux. Ces personnes doivent voir les solutions et les expérimenter pour avoir des écoles sur le terrain et mettre en œuvre les solutions sur leur propre terrain. Ce serait vraiment intéressant et leur fournir plus d'informations de différentes manières, avec des manuels, avec des
prospectus résumé. Et donc, ce serait vraiment important de fournir donc cette information et aussi de continuer un contact sans cesse avec le secteur privé, les praticiens. Et donc, il faut aussi les impliquer dans le processus de financement. Ils doivent en faire partie, oui, pour qu'ils puissent être intéressés. Ils sont plus intéressés s'ils sont impliqués directement. Nous voyons maintenant que parfois ils peuvent hésiter un peu, car ils n'ont pas les moyens spécifiques d'être impliqués dans la recherche et ainsi de suite. Merci ICM. Il nous reste seulement 2 minutes, donc puisqu'il faut que l'on respecte notre temps. Donc, pour clôturer le débat, je crois qu'une problématique importante, c'est l'égalité des genre hommes-femmes. Nous savons que nous devons nous assurer que toutes les contributions de toute la société soient valorisées pour aller vers ce développement rural. Donc, j'aimerais vous demander si vous savez des initiatives, si vous connaissez des initiatives spécifiques très inspirantes pour améliorer les opportunités pour les femmes, à la fois dans la recherche, dans l'excellence de la recherche, ou qu'elles soient actrices dans ce pont entre la recherche ou l'entrepreneuriat, ou du côté du renforcement des capacités, des environnements du secteur privé. Donc, les femmes ont un rôle très productif. Comment pourrait-on rendre tout ceci plus visible et reconnaître l'importance et ses besoins? Merci. Ah